Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. À la une de l'actualité ce soir, des réformes en discussion et cela pendant la conférence des recteurs. Les réformes sociales sont plus que nécessaires et urgentes. Le gouvernement en est conscient et s'est engagé à tout revisiter. De quoi s'agit-il exactement? Les détails nous seront donnés dans ce journal. 10e édition du Festival des musiques urbaines du FEMUA 10. Nous serons là en Côte d'Ivoire. Le festival se tiendra dans moins d'un mois à Abidjan. Nous aurons la cérémonie de lancement spectacle qui s'est tenue ce jeudi. Julio Borges accuse le chef de l'État socialiste Nicolás Maduro de coup d'État après la décision de la Cour suprême. Il est accusé de se servir du pouvoir en s'octroyant notamment le droit d'édicter des lois. Nous le verrons en détail dans un instant. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, comment parvenir à la modernisation de la vie publique au Gabon? La question s'invite pourtant au débat du dialogue citoyen qui se tient depuis mardi à Ngoundjé. Le panel 3 est chargé de formuler justement les recommandations claires à l'issue des concertations prévues pour s'achever le 6 avril prochain. Ismaël Obianzé, Bertin Oseguer. Le président des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida est l'un des délégués du panel 3 qui traite de la modernisation de la vie publique. Il prend part au débat pour proposer la fin des bilans médicaux auxquels seraient encore soumis les séropositifs dans les hôpitaux. Vous savez que le chef de l'État a un programme de société. Dans son programme de société, il met une grande priorité dans le domaine de la santé. Déjà, ce traitement qui était payant hier, aujourd'hui nous le recevons gratuitement grâce à M. le Président de la République, que j'ai vraiment beaucoup de respect. Donc vraiment, il doit continuer dans ce sens à disponibiliser le traitement. Mais il ne faudrait pas que le traitement puisse avoir encore des conditions. Une fois le BH est là, pas de conditions. Les médecins doivent donner rapidement le traitement aux patients pour ne pas fragiliser son système de défense. La modernisation de la vie publique, c'est aussi la fin de l'injustice, entendue ainsi par plus d'un panéliste qui appelle à plus d'égalité de chances dans notre société. Il faut une part d'égalité. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit au salaire. Celui qui va au travail a droit à son salaire. Donc donner la chance à ceux-là qui veulent aussi travailler et qui n'ont pas la possibilité de travailler aussi. Le dialogue citoyen ouvre par ailleurs le débat du respect de l'autorité établie. Il y a nombreux dans l'administration gabonaise qui excellent par l'abus d'autorité. Il faudrait que ça cesse. Le Gabon, c'est pour nous tous et nous tous, nous se préparons pour le Gabon de demain. Donc, la mise en place et le respect des normes réglementaires dans l'administration et plus d'ingérence. Et surtout respecter l'autorité de ceux qui sont là. Si un ministre prend une décision qui est nommée par un conseil des ministres, par le président de la République, ce n'est pas une décision qu'on a prise je ne sais où qui vient remettre en cause une décision gouvernementale. Les partenaires sociaux, les ONG, les associations et la société civile rêvent d'un nouveau Gabon qui tranche avec le passé des trafics d'influence et de l'immobilisme ou de l'immixtion du politique dans la vie syndicale par exemple. À l'origine, le syndicat est neutre. Vous savez que l'éthique, la morale de chaque leader dépend de la capacité de compréhension de l'objectif à atteindre. Pour cela, nous pensons que c'est une mauvaise chose que d'être instrumentalisé. Les échanges sont nourris et dynamiques au sein des panels. Sans doute que les recommandations issues de ces concertations seront à la hauteur des attentes du citoyen lambda. L'intérieur du pays est représenté aux assises du dialogue politique convoqué par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Plusieurs associations et organisations citoyennes venues de tout le Gabon prennent part à ce dialogue. Bertheline Bengon, Junior Ngoma, Cédric Aleka. Ils sont venus nombreux de l'intérieur du pays, tous pour un même but, prendre part aux assises du dialogue politique convoqué par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Depuis le 29 mars dernier, ces compatriotes qui sont inscrits dans les différents panels n'ont pas manqué d'y apporter leur contribution tout au long des débats, qu'ils trouvent d'ailleurs d'un niveau de réflexion assez élevé. Je me retrouve à Libreville pour participer activement au dialogue politique. Que les débats qui se poursuivent jusqu'à maintenant sont sans tabou et les gens qui participent sont des grands calibres intellectuels qui voudraient amorcer le changement dans ce pays. Je viens d'Oyer. Je suis venu avec la ferme intention de défendre la cause de la réconciliation nationale et demander que tout soit mis en œuvre pour que la réconciliation nationale ait effectivement lieu. Parce que sans cette réconciliation, le Gabon ne pourra pas avancer et c'est notre pays à nous tous.
L'avenir du pays dépend, l'ont-ils admis, des enjeux de ce dialogue politique, d'où l'impérieuse nécessité pour eux d'être des acteurs de ce changement à venir. Nous défendons principalement la bonne gouvernance. Nous voulons que les talents exprimés par les Gabonais soient utilisés pour le bien de notre pays. Il faut que les Gabonais comprennent que le président a été élu, il est élu. Mais autour de lui, il faut organiser la réconciliation nationale. Venu, serait-il nécessaire de le rappeler de leur propre chef, ces compatriotes comptent bien, marqués par leur présence quotidienne à ces assises, entrer ainsi dans l'histoire de la vie politique de notre pays, mais encore mieux, y avoir été des acteurs majeurs de ce changement. Dialogue politique au centre de la conférence de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement gabonais. Alain-Claude Bilibidze a transmis la satisfaction du gouvernement sur l'engouement qui prévaut autour de ce dialogue qui est à sa phase citoyenne. Kevin Oswald Doukaga et Bertin Osaga nous font le point. Plus de 800 organisations de la société civile pour 240 participants. Il y a de quoi se réjouir au vu de la forte mobilisation autour du dialogue politique qui s'est ouvert par la phase citoyenne. Pour l'heure, les travaux se déroulent dans une ambiance bon enfant, s'est dit satisfait le porte-parole du gouvernement lors de sa conférence de presse hebdomadaire. Depuis le début des travaux, il semble que de l'avis général partagé par tous, les travaux se passent plutôt dans une ambiance empreinte de respect et de patriotisme. Les participants s'expriment librement, exposent leur point de vue, font part de leurs contributions. Les contributions des acteurs de la société civile vont être compilées, synthétisées et transmises au bureau des assises pour que cela soit versé aux participants de la phase politique qui vont donc, en plus de leur propre expérience et contributions, s'appuyer sur la contribution de la société civile. Sur le doute et la qualité à l'issue du présent dialogue émis par l'Union européenne, le porte-parole a été ferme. Il y a d'ailleurs un paradoxe à demander au Gabon de privilégier un dialogue intensifié avec l'Union européenne quand le Gabon privilégie le dialogue avec les Gabonais. Donc l'option retenue par le gouvernement gabonais, par les acteurs gabonais, c'est de faire en sorte que les Gabonais se parlent entre eux, trouvent entre eux des solutions à leurs problèmes. Et si on a besoin de l'Europe ou d'un autre acteur, on l'appellera. Cette phase citoyenne précède celle dite politique qui va regrouper l'ensemble des partis à la fois de la majorité et de l'opposition. Séance de travail ce vendredi au ministère de l'économie numérique. Le groupe Huawei a présenté son projet de partenariat avec le gouvernement, notamment dans la fourniture d'équipements des télécommunications et le projet de la fibre optique. Le point dans cet élément de Linda Kael Maganga et Alexandre Nkogé. Présent au Gabon depuis 2004, le groupe chinois Huawei, spécialisé dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, envisage d'établir un partenariat avec le Gabon. Les produits proposés concernent le domaine des télécommunications et la contribution au projet de la fibre optique à domicile. Avant, on a travaillé beaucoup avec tous les opérateurs gabonais comme Telecom, Azur et Artel. Et l'année passée, on a déjà travaillé avec les projets de gouvernement comme CAP4. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est on devrait faire quelque chose comme un partenaire, plutôt pour les nouveaux projets avec les gouvernements. La discussion, d'abord, c'est très important. On doit discuter qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que notre l'objectif. Et après, il y a des différentes choses, différentes solutions qui sont adaptées. La proposition de partenariat est en cours de discussion et les enjeux s'annoncent bénéfiques pour les deux parties au regard de l'offre de services exposée au cours de cette séance de travail. Aujourd'hui, la firme chinoise est en pleine expansion et développe son marché dans près de 170 pays à travers le monde. Les travaux de la conférence des recteurs et responsables des universités et grandes écoles tenus ce vendredi à Libreville sous la supervision du ministre d'État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation des cadres. Au menu des échanges, les réformes du secteur. Qu'est-ce qu'il en est? Lariska Lormamengui et Joël Tatou nous font le point. Les réformes budgétaires, sociales et de gouvernance. 3 principaux points sur la table de la conférence des recteurs et des autorités académiques ce vendredi à Libreville. Le ministre d'État de l'Enseignement supérieur, lors de l'ouverture de cette rencontre,
exprimer l'attachement du président de la République, Ali Bongo Ondimba, à moderniser ce secteur avec des réformes pertinentes. Placé à l'avant-garde de la politique de l'égalité de chance qu'entend mener le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, tout au long du mandat en cours, l'enseignement supérieur apparaît comme le mécanisme le plus probant de promotion sociale. Il mérite par conséquent tout notre engagement au moment où des pesanteurs multiformes et croissantes obèrent l'efficacité de son action. Il importe donc d'y introduire les réformes les plus pertinentes, voire les plus audacieuses, pour lui permettre de tenir son rang dans la formation de l'élite nationale. Le recteur de l'université Omar Bongo n'a pas manqué de rappeler à ses collègues les responsabilités qui sont les leurs pour la bonne marche de ces réformes. Notre mission en tant qu'acteur managérial du système d'enseignement supérieur est de contribuer à l'éclosion et à la diffusion des idées innovantes qui participent à la transformation de la gouvernance de l'enseignement supérieur. C'est aussi d'encourager les efforts de la réforme impulsés par notre ministère de tutelle et par les plus hautes autorités de l'État. Et enfin, de soutenir toutes les actions positives d'amélioration des environnements professionnels, pédagogiques et sociaux proposées par les différentes composantes de la communauté universitaire. La conférence des recteurs fait suite au conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur tenu le 2 mars dernier à Libreville, présidé par Ali Bongo Ondimba. Il est question ici de discuter des moyens de mise en œuvre de ces ajustements. Au nombre justement des réformes en discussion pendant la conférence des recteurs, les réformes sociales qui sont plus que nécessaires et urgentes. Le gouvernement en est conscient et s'est engagé à tout revisiter. Lariska Lormamengi, Joël Tatou. Les réformes sociales sont à n'en point douter les principales attentes de la communauté estudiantine, notamment sur les questions de frais d'écolage et des cités universitaires. Les gens se plaignent toujours de ce qu'on a fermé la cité universitaire, mais la cité universitaire ne peut pas accueillir le nombre d'étudiants, un nombre d'étudiants important. Nous avons ici 600 chambres, en fait ce qui représente à peu près 1200 places. Est-ce que l'État peut chaque année anticiper? À l'université Omar Bongo, c'est plus de 20 000 étudiants. Et nous avons 1200 places. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'État a la possibilité d'ajouter des chambres chaque année quand on sait qu'il rentre à l'enseignement supérieur plein de 8000 bacheliers chaque année? Donc il faut passer ce dossier au privé. Donc il faut donc envisager, comme le président de la République nous instruit, engager le partenariat public-privé pour permettre aux privés qui ont des moyens de s'investir dans la construction des cités universitaires et de loger. Les textes qui régissent l'enseignement supérieur au Gabon disent que les droits universitaires sont constitués des frais d'inscription et des frais d'écolage. Mais au Gabon, on n'a jamais fait application de ces textes, se contentant tout simplement des fonds que l'État gabonais donnait. Et avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, il va falloir se mettre dans l'application. L'enseignement supérieur est le lieu par excellence de formation des futurs cadres de la société. Pour ce faire, le gouvernement s'est engagé à tout revisiter pour rendre nos universités et grandes écoles plus compétitives et performantes. L'événement en Afrique qui captive notre attention est celle d'une vingtaine de mouvements d'opposition et syndicats béninois qui ont organisé jeudi une marche à Cotonou pour exiger le retrait immédiat d'un projet de révision de la Constitution qui fait polémique depuis plusieurs mois dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Linda Gaël Maganga pour le récit. Marche de contestation dans la ville de Cotonou. Une vingtaine de mouvements d'opposition et syndicats béninois demandaient que soit retiré dans l'immédiat un projet de révision de la Constitution. Patrice Talon a voulu réviser en catimini notre Constitution. Nous venons de lui prouver que ça ne peut pas rester dans les chambres à l'Assemblée nationale. Non à cette révision opportuniste ou encore non à cette révision sans le peuple, arboraient les manifestants sur des panneaux, des banderoles au cours de la marche. Le peuple écrit à chaque moment son histoire. 89, 90, 2006, 2011, 2010-2011, on était dans les rues et on s'est battu 2015, pour que ceux qui sont là aujourd'hui puissent revenir et être là, n'est-ce pas? Sans ça, ils ne seraient pas là.
Voilà. Donc c'est le peuple qui fait l'histoire. C'est le peuple qui fait le pouvoir. C'est le peuple qui fait la Constitution. Le projet de la nouvelle Constitution contesté a été jugé recevable par les membres de la Commission des lois et droits de l'homme. Mais les détails du nouveau projet de Constitution déposé ne sont pas connus du grand public. Une plénière sera convoquée lundi pour la présentation du rapport à l'ensemble des députés au Bénin. Je vous le disais en titre, la 10e édition du Festival des musiques urbaines Nadoumabo FEMUA 10 se tiendra dans moins d'un mois en Côte d'Ivoire à Abidjan. La cérémonie de lancement spectacle s'est tenue ce jeudi. C'était en présence de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Junior Oka. C'est en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, des ministres de la Culture, de l'Éducation et de la Salubrité, et devant un parterre d'invités du monde de la culture, que s'est déroulé jeudi 30 mars au Centre culturel français Abidjan Plateau, la cérémonie du lancement spectacle de la 10e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA 10. Le lancement pour lequel nous sommes réunis ici est l'occasion de célébrer le succès de cette belle initiative qui donne à la Côte d'Ivoire un rayonnement international sur le plan culturel et artistique. En effet, le FEMUA attire depuis maintenant 10 ans de nombreux artistes de renommée internationale qui se succèdent chaque année sur scène pour le plus grand bonheur du public ivoirien. Je félicite donc et j'encourage vivement les organisateurs de cet événement, à savoir le groupe Magic System et ses partenaires, car ils ont su créer une plateforme idéale de valorisation, d'une part de nos talentueux artistes et d'autre part de notre riche patrimoine culturel. En 10 ans, l'OFEMUA aura accueilli 30 pays sur scène, invité 250 artistes, créé plus de 10 000 emplois directs et indirects, reçu 2 millions de festivaliers et atteint plus de 800 millions de téléspectateurs. L'action sociale étant la colonne vertébrale de l'initiative de ce festival, les 9 éditions passées auront permis au groupe Magic System de faire don à la Côte d'Ivoire de 4 écoles, scolariser 1200 enfants et rénover plusieurs centres de santé dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Cette année, au lieu d'une action sociale par édition, le groupe Magic System construira 2 écoles, un hôpital et un logement social. Pour cette édition, c'est plus d'une dizaine d'artistes venus du Congo, du Ghana, de France, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays qui seront amenés à prester en presque une semaine à Anoumabo. L'actualité dans le monde cette fois est débutant par la France où le candidat PS à la présidentielle, Benoît Hamon, a laissé la porte ouverte aux socialistes qui se seraient trompés en soutenant Emmanuel Macron en disant « bienvenue à leur retour » jeudi soir lors d'un meeting près de Montpellier. Suivez ce reportage. Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, invite ceux qui estiment s'être trompés en soutenant Emmanuel Macron à bien vouloir rejoindre les rangs pour poursuivre la compétition au fauteuil présidentiel. Pour tous les socialistes, ou ceux qui l'étaient, qui l'ont rejoint, j'imagine une grande douleur que d'entendre cela. Peut-être se sont-ils trompés. S'ils se sont trompés, bienvenue. Bienvenue, votre famille est ici. La grande famille de la gauche, elle est toujours ici. Le candidat du PS ne manque pas dans ses discours de lancer des propos contre ses adversaires à la présidentielle. Vous vous demandez si je suis venu vous faire la lecture du code pénal? Non. Ce sont seulement les chefs d'accusation qui visent le seul François Fillon aujourd'hui. 2 candidats, Madame Le Pen et Monsieur Fillon, se présentent avec autant de chefs d'accusation qui les concernent. Ils salissent aujourd'hui l'image de la France, présentée en une de tous les grands journaux internationaux comme le pays de la corruption. J'ai honte, moi, de cela. Le candidat du PS est actuellement en léger déclin dans les récents sondages. Il occupe la 5e place, soit une marche en moins. Les Français de l'étranger regardaient d'un œil inquiet la campagne pour la présidentielle. Ils représentent 2% des électeurs, mais leurs intérêts ne sont pas toujours les mêmes qu'en métropole. Reportage. Le soir d'un débat, ce peuple se métamorphose. À Londres, les sympathisants socialistes français suivent la campagne présidentielle autour de quelques pintes. Installés dans un pays qui s'apprête à quitter l'Union européenne, ils sont attentifs à la place de l'Europe dans les programmes des candidats. 1,3 million de Français sont inscrits sur les listes consulaires dans le monde, soit 2% des électeurs. Un réservoir de voix non négligeable pour les candidats. Emmanuel Macron est allé à leur rencontre en février.
c'est aussi de les convaincre partout et à chaque moment où c'est pertinent de revenir entreprendre, faire en France, innover, chercher, créer, enseigner. Parce que je veux qu'on ait un pays où on puisse à nouveau faire tout cela. Un public conquis, mais ici, les meetings sont l'exception. Distribution de tracts à la sortie de spectacles d'artistes français ou tout simplement à South Kensington, le quartier français. La campagne se joue surtout dans la rue. Pour les partisans de Marine Le Pen, les priorités restent les mêmes, que ce soit à l'étranger ou en France. Pour elle, les Français à l'étranger sont plus importants que les étrangers en France, ce qui n'est pas le cas des autres candidats. C'est-à-dire quand on voit les budgets de l'enseignement français à l'étranger réduits et qu'en parallèle, on accueille des migrants dans des châteaux. La capitale britannique compte environ 200 000 expatriés français. Le choc du Brexit sera dans tous les esprits au moment du vote. Il y a aussi une certaine peur, même si j'espère que la France réagira différemment des autres pays et que ne cédera pas à la frayeur et à l'isolationnisme que les autres ont démontré, à commencer par l'Angleterre. Pour ces Français d'outre-Manche, la rupture avec l'Union européenne aura un impact direct sur leur avenir. Le futur locataire de l'Elysée sera l'un des acteurs clés des négociations du Brexit. L'épave renflouée du ferry sud-coréen Séoul est finalement arrivée à quai vendredi, près de 3 ans après son tragique naufrage dans lequel 304 personnes avaient perdu la vie, pour la plupart des lycéens. Le récit dans cet élément est de Gabriel Ratanga. Le gigantesque semi-submersible qui transporte l'épave remontée il y a quelques jours à la surface de l'eau est arrivé au port de Mokpo dans le sud-ouest de la Corée du Sud, à une centaine de kilomètres des lieux du drame, rapporte un photographe de l'AFP. Le navire de 6,825 000 tonnes et de 145 mètres de long avait coulé le 16 avril 2014 au large de l'île de Jindong, l'une des pires catastrophes maritimes de l'histoire de la Corée du Sud. Les corps des 9 victimes n'ont jamais été retrouvés et le renflouement du Séoul était une revendication essentielle des familles. Le semi-submersible était accompagné par un bateau plus petit à bord duquel se trouvaient les proches des 9 disparus et de même que par 5 patrouilleurs. Les spécialistes vont passer la Caracas au crible pour rechercher d'éventuels restes ou affaires personnelles. Le Séoul reposait depuis le drame à 44 mètres de fond. Des barrières sous-marines ont été installées pour isoler le site, que des plongeurs vont également explorer à la recherche d'éventuelles dépouilles. Le naufrage avait rejailli sur la présidence de Park Geun-hye, destinée depuis et placée en détention provisoire dans un retentissant scandale de corruption. Elles avaient passé les premières heures pourtant cruciales de cette tragédie inexplicablement recluse dans sa résidence. Le drame, principalement causé par des erreurs humaines, un espace de chargement illégal redessiné et en surcharge, un équipement inexpérimenté et des relations troubles entre l'opérateur et les autorités de régulation avaient choqué le pays. Le président du Parlement vénézuélien, Julio Borges, a accusé jeudi le chef de l'État socialiste Nicolás Maduro de coup d'État après la décision de la Cour suprême. Il est accusé de se servir du pouvoir en s'octroyant le droit d'édicter des lois. Regardez. Le régime présidentiel vénézuélien concentre à présent tous les pouvoirs, exécutifs, armés, justice et législatifs, conformément à une décision de la Cour suprême. Cette décision fâche le président du Parlement vénézuélien qui accuse le chef de l'État Nicolás Maduro de coup d'État. C'est la première fois que ces 2 sentences donnent tous les pouvoirs à Nicolás Maduro pour faire passer les lois qu'il veut, donner les contrats qu'il veut, endetter le pays comme il l'entend et pour persécuter le peuple vénézuélien comme il l'entend. C'est purement et simplement un coup d'État. Face à ce coup d'État, notre seconde déclaration est la suivante. Cette Assemblée nationale ne reconnaît pas la Cour suprême. Depuis janvier 2016, la Cour suprême a déclaré nuls tous les votes de l'Assemblée nationale en réaction à l'investiture de 3 députés anti-chavistes dont l'élection était entachée de soupçons.
Cette Assemblée nationale ne se rend pas, ni n'abandonne pas, et nous continuerons à lutter pour le changement démocratique du pays. Ainsi, ce jugement a montré clairement que la demande de l'Organisation des États américains à travers sa charte démocratique interaméricaine est justifiée. Un ancien président du Parlement issu des rangs de l'opposition, Henri Ramos, a dit qu'il s'agissait là d'un tribunal frauduleux qui interprète la Constitution à l'encontre de son propre texte. À présent, le rappel des titres avant de nous quitter. Des réformes en discussion et cela pendant la conférence des recteurs. Les réformes sociales sont plus que nécessaires et urgentes. Le gouvernement en est conscient et s'est engagé à tout revisiter. 10e édition du Festival des musiques urbaines du FEMUA 10. Nous étions là en Côte d'Ivoire. Ce festival se tiendra dans moins d'un mois à Abidjan, retenez-le. Nous avons vu la cérémonie de lancement qui s'est tenue ce jeudi dans la capitale de la Côte d'Ivoire. C'était dans ce journal. Julio Borges accuse le chef de l'État socialiste Nicolás Maduro de coup d'État après la décision de la Cour suprême. Il est accusé notamment de se servir du pouvoir en s'octroyant le droit d'édicter des lois. Nous avons vu le reportage qui nous a donné tous les détails sur la situation qui prévaut actuellement au Venezuela. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous.